Ina Podcast. Ina Podcast vous propose la légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulée Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Georges Godbert. Dans ce grand livre des aventures de Bretagne se différencient une petite et une grande Bretagne. La petite Bretagne désignerait la Bretagne armoricaine, c'est-à-dire à peu de choses près notre Bretagne actuelle. La Grande-Bretagne, elle, aux frontières plus ou moins floues selon les récits, représenterait la Bretagne insulaire comprenant le Pays de Galles, les Cornouailles, les royaumes de Calédonie et d'Orcanie qui composent l'Écosse d'aujourd'hui, l'Irlande et l'Angleterre composés du royaume de Carmélide et du royaume de l'Ogre. C'est le royaume d'Arthur. Dans la légende arthurienne, il suffit au jeune Merlin de construire une barque et de traverser la mer pour aborder rapidement en Petite-Bretagne. La mer séparant les deux Bretagnes se traverse tel un lac. Sur cette terre de Petite-Bretagne se trouve une forêt merveilleusement haute et sauvage du nom de Brocéliande, ainsi qu'une jeune fille, prénommée Viviane. Dans le récit qu'il nous est donné d'entendre, Viviane appelle la Grande-Bretagne l'autre pays et Merlin la Bretagne bleue. Geoffroy de Monmouth, dans son Histoire des rois de Bretagne, est le premier à ériger Arthur en roi conquérant, unificateur de la Bretagne. Arthur est présenté comme un chef de guerre breton repoussant les assauts des païens, ces envahisseurs germaniques venus de Saxe, ainsi dénommés les Saxons. Le souverain se doit de défendre la paix et la chrétienté sur ses territoires. Mais le récit de Monmouth commence avant même l'époque d'Arthur, et Merlin y fait son apparition, alors que le pays est sous la menace des Saxons et la domination de Vortigern. Il annonce la chute de cet usurpateur et contribue à l'avènement des fils du roi Constantin, héritier légitime du trône. Uther, le plus jeune, sera roi des Bretons sous le nom d'Uther Pendragon. Il est le père du futur roi Arthur. Merlin s'impose dès lors comme le protecteur des rois légitimes de l'île de Bretagne. Mais rendons la parole à Maître Blaise et retournons à la cour du roi Uther Pendragon. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten, d'après la légende des chevaliers de la table ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godbert. Avec, dans les rôles principaux, Pierre Vanek, le roi Arthur, Evelyne Dandry, la reine Guenièvre, Catherine Salvia de la Comédie Française, Morgane, Françoise Bette, Viviane, Gérard Giroudon, Merlin et Bernard Giraudot, Lancelot du Lac. Aujourd'hui, 3e émission, Merlin et Viviane. Ai-je tenu ma parole? Ah, mon fils, affole enfant, comme j'étais en peine de vous. Ma mère. Maître Blaise, voyez le cheval que le roi m'a donné. Et si je lui avais demandé la moitié de son royaume, je crois bien qu'il me l'eût donné aussi. Mais mon royaume est ici. J'ai retiré la vieille épée de dessous l'église. Désormais, elle ne s'écroulera plus. Et qu'avez-vous fait de l'épée, mon enfant? Je l'ai jetée dans le lac. Une main l'a prise. Ah, c'est bien. Oh, ma mère, j'ai grand faim. J'ai couru jusqu'à vous d'une traite. Venez, mon fils, venez. Ainsi, Merlin revint auprès de sa mère et de Maître Blaise.
le roi Uther put enfin construire son église, qui fut la plus belle qu'on ait jamais vue en Angleterre. Lorsqu'elle fut achevée, il décida de grandes réjouissances. Il convoqua tous ses barons, seigneurs, et tous se rendit à Camelot pour la dédicace de l'église. Sachez que parmi les seigneurs se trouvaient le duc et la duchesse de Tintagel, dont on disait qu'elle était la plus belle femme du royaume. Dès qu'il la vit, le roi s'en éprit. Et pendant la messe, tandis que chacun élevait son âme vers le Créateur de toutes choses, lui n'avait Dieu que pour elle. Dès qu'il fut retourné au palais, il fit venir son conseiller Ulfin. Ulfin. Dis-moi, Ulfin, que penses-tu de la duchesse? Quelle duchesse, sire? Quelle duchesse, Ulfin? Y en a-t-il une autre, hormis la duchesse de Tintagel, qui vaille un regard? Sire, elle est très belle, assurément. Elle est l'épouse du duc de Tintagel. Assurément. Le duc est un puissant seigneur. Certes, certes, mais je suis le roi. Certes, cependant... Ulfin, sire... es-tu là pour me conseiller ou pour faire des sermons? Prends cet anneau. Porte-le à la duchesse en gage de mon amour et viens aussitôt me porter sa réponse. Sire, c'est au duc qu'il conviendrait de faire des cadeaux. Fais chercher le duc. Et tandis que je lui parlerai, toi, tu parleras à la duchesse. Bien, sire. Ainsi fut fait. Le duc vint au conseil. Le roi lui fit don de 2 châteaux, l'un pour sa vaillance, l'autre pour la beauté de madame la duchesse, ainsi que d'un manteau de fourrure. Cependant, Ulfin alla trouver la duchesse et lui offrit l'anneau. Madame? Tu fais cela pour me perdre. J'en parlerai au duc. J'en parlerai au roi, prends garde. Jamais dame n'a refusé l'amour du roi. Hors d'ici, chien d'enfer. Hors d'ici! Dame, acceptez. Vous étiez là, Morgane? Acceptez, vous serez reine. Tenez! C'était la fille de la duchesse qui venait de parler, celle qui devint plus tard la femme du roi Lot d'Orcanie et qu'on appelait déjà la fée Morgane. Mais la duchesse n'accepta point l'anneau. Et comme Ulfin s'en revenait, tout songeur, au conseil du roi, voici qu'un vilain y pénètre en même temps que lui et se précipite aux pieds du souverain. « Sire! Sire !»« Mauvais roi, à quoi penses-tu ?»« Mauvais roi ?»« Pardon, sire, il me faut prompte justice. »« Parle maintenant. »« Sire, je suis un pauvre homme. Je n'ai pour tout bien que ma femme. »« Eh bien ?»« Elle est fort belle. »« Tant mieux pour toi. »« Sire, un homme de haut rang a jeté les yeux sur elle. Il veut me la prendre. »« Non, c'est mal. »« C'est toi. » Moi? Comment oses-tu? Mais le vilain a disparu par enchantement. Et maintenant, Merlin est assis à côté de lui. Merlin? C'est moi. C'est mal, ce que tu fais là. Oh, roi, vous ne devriez ainsi poursuivre la duchesse. Ah, Merlin, Merlin, te crois-tu donc si sage? Tu n'es qu'un enfant. Tu ne sais rien du piège de l'amour. Un jour, toi aussi, tu y tomberas. J'aime la duchesse. Je suis le roi, mon désir est ma loi. Si je n'ai pas la duchesse, j'irai me jeter tout nu dans les bois, avec les corbeaux et les ours, mangeant la terre et les racines. Roi futile, tu mets ton âme et la mienne en grand danger. Il doit bien y avoir un moyen. Je n'aurais pas dû venir à la cour. J'aurais mieux fait de rester près de ma mère et de Maître Blaise. Mais au fait. Tu ne renonceras pas. Non. Et moi, je dois prendre la faute. C'est cela. Si de cette faute un bien peut sortir... Assurément. Bien. Écoute-moi. Le duc est à la chasse.
Toi, tu n'iras pas forcer la porte de la duchesse. Je te l'interdis. Mais je te donnerai pour un soir l'apparence du duc. Tu peux faire cela? Oui. Mais en échange, tu me donneras l'enfant qui naîtra de cette nuit. Soit, c'est peu de choses. Ton fils unique. Pourquoi demandes-tu cela? Afin qu'il soit élevé en roi. Et sache que de ta vie, tu ne le verras jamais. Afin qu'il ne prenne point en ta compagnie de mauvaises habitudes. Le soir même, Merlin, par magie, donna au roi l'apparence du duc. Celui-ci était parti à la chasse pour plusieurs jours, et la duchesse, le voyant revenir plus tôt qu'elle ne s'y attendait, lui fit grande fête. Cette nuit fut conçu celui qui plus tard monta sur le trône sous le nom d'Arthur. Au matin, alors que le roi vient de quitter la duchesse, des hommes entrent dans la cour, portant une litière. Ils font chercher la duchesse. Oh, madame. Madame. Mon Dieu, qu'y a-t-il? Hélas, madame. Un grand malheur. Voyez. La duchesse, de surprise et d'horreur, s'évanouit. Un sanglier avait tué le duc à la chasse. Quand elle reprit connaissance, affirmant qu'elle avait passé la nuit en compagnie de son époux, personne ne voulut la croire, et chacun attribua ses paroles à l'égarement où la jetait le chagrin. Elle-même pensa qu'elle était devenue folle. Quant à Merlin, avant même qu'il eût rendu au roi son apparence normale, il lui lut un parchemin où toute l'aventure était contée, où il lui fit apposer son sceau. Puis il m'apporta le parchemin afin qu'il fût conservé en lieu sûr. L'ayant lu, je lui fis des reproches. Merlin eut du chagrin. Alors, pour se distraire, il décida de visiter le monde. Il prit congé de nous. Il se rendit au rivage le plus proche, et là, il prit une pierre dont il fit une barque. C'était un jeu d'enfant pour lui. Et sur cette barque, il aborda en Petite-Bretagne, tout près d'une forêt merveilleusement haute et sauvage qui avait nom Brocéliande. Il s'enfonce dans la forêt. Il pense tristement à sa mère, à Maître Blaise, au fol amour du roi Uther. Et voilà que, tout en songeant, il arrive dans une clairière où murmure une fontaine. Près de la fontaine, une jeune fille agenouillée se mire et contemple en souriant sa beauté. Dès qu'il la voit, Merlin en est épris. Il s'approche sans bruit, se penche, et voici qu'elle voit à côté du sien le visage du bel enfant. Enfant, que fais-tu là? Je me promène dans la forêt. Oh, c'est mal de surprendre les gens. J'avançais sans bruit afin de ne pas vous faire peur. Tu es bien hardi. Oh, si j'osais. Je serais votre homme. Quel homme? Je ne crains personne. Vraiment? Hormis vous. Oh là, jeune fille. Le bon gibier que voilà. À nous deux. Toi, moucheron, décampe. Approche, non. Mignonne. Va-t'en! Va-t'en! Ah, pas si vite. Un baiser d'abord. Non, d'abord une danse, demoiselle. Une danse. Gros sac, c'est toi qui vas danser. Danse! Danse!
voyez? Il ne bouge plus. Il est moins bavard. Bien. Donne-moi ton épée. Oh, mon épée. Voilà. Là. Maintenant, je vais te couper la tête. Non, non. Voyons. Alors, en scène. Oui. Au diable. Qui es-tu? Je suis Merlin, le conseiller du roi Uther en Bretagne bleue. Toi, le conseiller du roi? Tu es de l'autre pays? Un peu. Je sais des tours. Mais vous? Je suis Viviane, la fille au petit vavasseur qui habite l'entrée du bois. Viviane. Pourquoi ne dis-tu rien? Et comment s'appelle la fontaine? C'est la fontaine de Barenton. Ah. Sachez qu'à l'avenir, nul n'y viendra qu'il ne lui en cuise. Hormis vous et moi. Viviane, voulez-vous être madame? Toi, moucheron? Un baiser. Tu l'as mérité. Sachez que Merlin, ayant embrassé Viviane, soudainement, d'enfant qu'il était, apparut sous la forme d'un beau jeune homme. Et Viviane, de surprise, de peur et de plaisir, ne savait que dire. C'est moi, Merlin? Mais tu m'as trahi. Tu n'es pas un enfant. Comment me préférez-vous? Je ne sais pas. Va-t'en! Ne vous ai-je pas sauvé du mauvais chevalier? Tu es bien pire que lui. Serez-vous mon ami? Peut-être. Mais j'ai peur de toi. Tu n'es pas un homme. Feras-tu tout ce que je voudrais? Oui. Tu m'apprendras tes tours? Oui, c'est facile. Embrasse-moi alors. Pour ce baiser, je vous donne jeunesse à jamais. Ainsi fut pris Merlin au piège d'amour. Et il passa le printemps et l'été auprès de la fontaine avec son ami. Cependant, le roi Uther, quelques mois après la mort du duc, avait demandé la duchesse de Tintagel en mariage. Comme il était bel homme, fort amoureux, et qu'il était le roi, elle avait finalement accepté. Il n'osa point lui avouer comment il s'était introduit dans sa chambre. Pour tenir sa parole, il la convainquit de confier l'enfant qu'elle attendait, dès sa naissance, à son conseiller Merlin, afin qu'il soit élevé loin de la cour. L'hiver approchait, et Merlin se souvint des affaires du royaume. Il prit congé de Viviane, qui pleura beaucoup de le voir partir, et par une mauvaise nuit de décembre, il se présenta au palais d'Uther, et on lui remit l'enfant qui venait de naître. Merlin le prend, il l'enveloppe dans son grand manteau, puis s'enfuit au galop. Comme le jour se lève, il arrive chez Messire Antor, au pays de Galles, près du manoir de Maître Blaise. Messire Antor, c'est moi, Merlin. Ah. Monseigneur, entrez.
Messire en tort, voici l'enfant. Dame Laude! Dame Laude! C'est Merlin! J'arrive. Voici l'enfant. Il a faim. Donnez-lui le sein. Sire Merlin, je l'élèverai avec mon fils Kay. Ils seront frères. Messire en tort, je vous le confie. Faites en sorte que plus tard, il apprenne de vous tout ce que doit savoir un bon chevalier. Pour le reste, confiez-le à Maître Blaise. Ainsi ferai-je. Que Dieu vous garde. Adieu, messire. Adieu, Merlin. Adieu, Dame Laude. Adieu, Merlin. Et Merlin s'en retourne chez Maître Blaise et chez sa mère. Pour eux, il reprend forme d'enfant. Ils lui font grande fête. Et Merlin raconte à Maître Blaise son aventure avec Viviane. Et c'est ainsi que Viviane est devenue mon amie. Ah, mon enfant, voici donc la raison de ta longue absence. Je te croyais chez les Turcs. C'est ainsi que tu visites le monde. Mon maître, je peux connaître du monde tout ce que je veux sans bouger d'ici. Tout, sauf l'amour. Et tu n'as pas fait un pas hors d'ici que tu ne sois tombé dans le piège. Merlin, je suis bien vieux et je n'attends rien du monde, ni des hommes, ni de toi. Mais ta mère... Ma demeure est là-bas. Quand je le voudrais, je n'y pourrais rien changer. Hélas. Mon maître, ne soyez pas triste. Tu l'es autant que moi. C'était vrai, car en disant cela, Merlin était triste. Il demeura quelque temps auprès de sa mère et de Maître Blaise, puis il partit pour retrouver Viviane à la fontaine. Merlin, où étiez-vous? Chez mon maître? Tu mens. Je sais où tu étais. Tu étais près d'une autre amie, près d'une autre fontaine. Va-t'en. J'étais chez ma mère. On ne peut pas te croire. Plût à Dieu que je ne vous eusse point aimé. Maître Blaise ne m'eût point fait de reproche. Avez-vous manqué de rien? Non. Comment s'est passé l'hiver? Il n'y a pas eu d'hiver à la fontaine. Le soleil a toujours brillé. Toujours les oiseaux ont chanté. Qu'avez-vous à me reprocher? Merlin, beau doux ami, si tu ne voulais pas de moi, il ne fallait pas approcher de la fontaine. Mais si tu t'es approché, maintenant, ne me quitte plus. Ne me quitte plus. Ainsi parlait Viviane, et Merlin, qui ne craignait rien au monde, ne pouvait lui résister. Elle lui était plus chère que toute chose au monde, et ils demeurèrent ensemble dans la forêt de Brocéliande. Pour Merlin, le temps ne comptait pas. Aussi, les années passèrent comme des mois. Un après-midi que Viviane s'était endormie auprès de la fontaine, Merlin, se penchant sur le miroir de l'eau, eut la vision de Maître Blaise. Il lui sembla si vieux, Merlin, si courbé, que ses larmes se mirent à couler. Merlin. Puis il entendit sa mère. Il la vit couchée dans son lit, et il sut qu'elle allait mourir. Alors il se leva, et, sans éveiller Viviane, il s'enfonça dans la forêt afin de rejoindre ceux qui l'avaient tant délaissé. Merlin. 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 Mère, me voici. Merlin.
Je t'attendais. Je savais que tu viendrais. Je suis heureuse de te voir. Adieu. Adieu, mon fils. Mon tour est venu d'aller en voyage. Approchez. Elle sourit. Merlin se penche. Elle lui parle à l'oreille. Et soudain, elle se tait. Voyez, Maître Blaise, cette dame est partie. Que ne puis-je l'accompagner, moi aussi? Maître Blaise, il vous faudra beaucoup de patience. Alors tous deux s'agenouillent et ils prient. 3 nuits, ils veillent le corps. Au 3e jour, ils l'enterrent au pied d'un grand chêne. Cet arbre fut appelé plus tard l'arbre de Merlin, car il demeurait toujours vert. Et Merlin venait s'y reposer et y songer chaque fois qu'il venait en Bretagne bleue.